Bonjour les europhilistes, Alfredo, l'heure d'hiver. Aujourd'hui, un petit jeu pour vous faire deviner la marque de la montre que je vous présente aujourd'hui. Évidemment, ce jeu s'adresse à ceux qui n'ont pas lu le titre de la vidéo. Ce jeu consiste en une devinette et je vous donne 3 indices. Mon premier indice, si je vous dis Georges Favre-Jacot. Mon deuxième indice, c'est un slogan, l'avenir de l'horlogerie depuis 1865. Et mon troisième indice va vous faire trouver cette marque immédiatement, je pense. Mon troisième indice, il s'agit d'un calibre, en l'occurrence un chronographe, sorti en 1969, qui s'appelle El Primero. Oui, vous avez trouvé, cette marque, c'est Zenith. Et je vais vous présenter une Lilliputienne, une montre des années 60, dans un état neuf. C'est comme si j'avais pris une machine à voyager dans le temps et que j'étais allé la chercher en 1960 et des bananes, et que je sois revenu avec cette montre aujourd'hui devant cette caméra pour vous présenter cette Zenith calibre 25-42C. Et je pense que vous êtes impatients, et si c'est le cas, allez, c'est parti. 1865, Georges Favre-Jacot crée son atelier d'horlogerie appelé Fabrique des Billaudes à Le Locle en Suisse. Plus tard, il changera de nom et s'appellera Georges Favre-Jacot et compagnie et sera le premier à fabriquer l'intégralité de ses montres en un seul et même endroit. 1911, son neveu James Favre reprend l'entreprise et change le nom. Elle s'appellera désormais Zenith. 1909, Louis Blériot est le premier homme à traverser la Manche en avion avec sa Zénith au poignet. Même au pays de Gandhi, le Mahatma a besoin de sa Zénith pour respecter l'heure des prières. 1923, Zenith installe une fabrique à Besançon d'où est certainement issue la montre que je vous présente aujourd'hui. 1969, pendant que certains promènent leur Omega Speedmaster sur la Lune, Zenith commercialise le premier chronographe automatique à haute fréquence. Notre célèbre aventurier Jean-Louis Etienne la choisira d'ailleurs pour l'accompagner dans ses aventures au pôle Nord. 2012, Félix Baumgartner saute d'une altitude de 39 km et sera le premier homme à passer le mur du son en chute libre avec sa Zenith El Primero. 2017, la El Primero 21 tourne à 360 000 alternances par heure, ce qui lui permet de mesurer le centième de seconde, un record toujours pas battu pour une montre mécanique. Alors, s'il y a des collectionneurs experts de Zenith, certains vont dire il y a tromperie sur la marchandise. Alfredo, tu nous parles d'une Zenith de 1962, mais tu nous as pas précisé que c'était une Via Veneto. Eh ben oui, parce que ce n'est pas une Via Veneto, mais j'ai reçu la montre que je vous présente aujourd'hui dans cet étui. Donc l'avantage, c'est que pour une montre de cet âge-là, elle a un étui. Alors un étui un peu à l'ancienne, j'adore. Voilà, on avait d'abord une petite boîte en carton dans lequel nous avions un étui un peu mieux fini. Donc boîte en carton standard. Et puis le petit étui qui contient la montre. Détaillons un petit peu ce coffret, un coffret à l'ancienne, plutôt un étui recouvert de simili-cuir qui arbore donc l'ancien logo de Zenith qui était aussi une étoile mais pas l'étoile à 5 branches que nous connaissons aujourd'hui, la marque Zenith, et puis le modèle qui était enfermé dans cette boîte à l'origine qui était une Via Veneto, mais comme je vous l'ai précisé, ce n'est pas une Via Veneto qu'elle enferme. Nous allons voir tout de suite la montre, donc voilà, hop, comment nous présentions les montres dans les années 50, 60, voire 70. Un étui très horizontal. La montre était tenue par deux petites pattes en métal qui maintenaient la montre dans son coffret. Donc il fallait détordre un petit peu les pattes pour sortir la montre. À l'intérieur du coffret, donc un velours classique, on retrouve le logo. Voilà. Donc il y a de fortes chances que la boîte originale de cette montre ressemble à peu près à ça. Et voici la Lilliputienne, la plus petite montre effectivement de ma collection, puisque c'est une montre qui fait 32 mm d'ouverture de boîte, donc c'est vraiment petit. Nous avons donc 38 mm de corne à corne,
même de corne à corne, ça reste une petite montre. Un espace de 16 mm de corne à corne pour les bracelets, et là c'est vraiment un problème parce que je cherchais un bracelet pour masculiniser, on va dire, cette montre, et c'est très difficile de trouver un bracelet qui fasse un peu masculin en 16 mm, mais je ne désespère pas, je continue à chercher. Bon, sachant qu'elle est livrée, elle m'a été livrée cette montre avec son bracelet d'origine, hein, vous voyez, c'est un bracelet Zénith dit étanche, voilà, donc c'est un petit bout d'histoire aussi que renferme ce bracelet, c'est assez intéressant. La montre, donc, si on doit continuer donc, dans le détail technique de la taille de cette montre, elle fait tout juste 9 mm d'épaisseur, donc elle va se glisser facilement sous n'importe quelle manche, hein, même une chemise très ajustée. Nous avons un poids qui est tout juste de 30 grammes, donc c'est une petite puce, vraiment elle se sent pas, c'est comme si vous aviez quasiment rien au poignet. Que dire encore, j'adore cette simplicité, j'adore le classicisme de cette montre qui arbore donc fièrement son logo sur la couronne, cette étoile, cette fameuse étoile, donc on retrouve aujourd'hui sur les montres Zénith, et on retrouve également une autre étoile, donc ancien format, donc à midi, sous les 12 heures et au-dessus de la marque Zénith, cette petite étoile appliquée en relief. Pour décrire encore ce cadran, on peut voir que c'est un cadran argenté, voilà, qui donne vraiment beaucoup de luminosité et de lisibilité à ce cadran. Nous avons donc les chiffres 12, 3, 6, 9 qui sont donc marqués, et des index en relief appliqués pour les autres horaires, enfin pour les autres marqueurs horaires. Une date à 16h30, donc très originale. C'est une montre évidemment analogique, mécanique, donc analogique avec donc 3 aiguilles, bien sûr, l'heure, les minutes et la trotteuse des secondes qui est centrale. Elle est marquée de points de Luminova à chaque horaire peint, donc à 12h, à 3h, à 6h et à 9h, et les aiguilles heure et minute sont aussi recouvertes d'un petit peu de Luminova. J'adore aussi la forme de ces aiguilles qui sont un peu biseautées dans la forme des aiguilles des heures et des minutes. Une chose que j'ai pas précisé également, c'est qu'elle fait 34 mm avec la couronne. Voilà. Derrière, on va retrouver donc un fond de boîte vissé, parce que comme c'est marqué, cette montre est étanche. Alors elle n'est pas étanche pour aller nager avec, elle est juste étanche pour résister à la pluie et éventuellement à quelques éclaboussures d'eau quand on se lave les mains, mais c'est pas une montre avec laquelle on va aller se baigner ou prendre sa douche, évidemment. Le verre qui recouvre ce cadran est un verre en plexiglas, c'était la norme de l'époque. Le plexiglas a un avantage, c'est qu'on ne peut quasiment pas le casser, ou alors il faut vraiment y aller très fort. Mais ça se raye facilement. En revanche, ça se polit aussi, donc on peut retrouver l'aspect quasi neuf du verre plexiglas une fois qu'il a été poli. On parle du calibre qui équipe cette montre. C'est une montre donc mécanique mais pas automatique, donc il faut la remonter tous les matins à la couronne. C'est un mouvement qui a un empierrage de 17 rubis, une réserve de marche théorique de 50 heures, moi j'ai mesuré 45 heures, il tourne à une fréquence de 21 600 alternances par heure, et au niveau de la précision, moi cette montre elle avance d'à peu près de 5 à 7 secondes par jour, donc ce qui est le signe des bons mouvements généralement.
Voilà, maintenant, il ne faut pas oublier que cette montre-là, elle a 60 ans. Alors, au niveau de la datation, c'est difficile. Je dis 1962, mais quand je regarde la période de production des mouvements, du fameux 2542C, on est plutôt 1965-1969. Donc, en théorie et sans doute en pratique, cette montre, c'est plutôt de 1965 au plus tôt. On peut dire que le calibre qui équipe cette montre est très efficace, mais il est très basique. Vous avez très peu, voire pas de réglage. Par exemple, vous ne réglez que l'heure en tirant un cran, vous n'avez pas de deuxième cran pour la date, ce qui fait que si vous posez cette montre sur votre table de nuit ou votre tablette de salle de bain pendant 15 jours, vous allez devoir vous taper des tours de cadran de 24 heures pour faire changer jour par jour. Donc c'est un petit peu le défaut de ce mécanisme-là, qui n'a pas d'accès direct à la date. Autre chose, vous n'avez pas de stop seconde, mais ça c'était quelque chose qui était courant dans les années 60-70. Tous les mouvements n'étaient pas équipés de cette option-là. Donc voilà, un mouvement très efficace, mais très basique. J'insiste un petit peu sur la beauté de ce cadran. Moi, je le trouve vraiment très très beau. Le cadran argenté lui donne effectivement une luminosité incroyable, une lisibilité à toute épreuve, les reliefs des index, du logo, voilà, je trouve que ça lui donne un style vraiment que personnellement j'adore. Le seul point faible pour moi de cette montre, c'est son diamètre. On est sur 32 mm. Aujourd'hui, 32 mm, c'est un diamètre pour les montres de femmes. À l'époque, c'était un diamètre pour les montres hommes. Et elle existait aussi quand même en 35, mais elle existait aussi en 32. Et il faut bien rappeler qu'à l'époque, les diamètres femmes, c'était plutôt 25 mm, voire moins. Donc on est sur une montre homme, mais qui ne correspond plus du tout au standard d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui une montre homme se doit de faire à minima 38 mm. Mais voilà, elle est super jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez, pour commencer, les montres vintage de ces années-là. Si vous aimez la marque Zenith, moi personnellement j'adore cette marque. Dites-moi aussi ce que vous pensez des montres comme ça, de ce petit diamètre. C'est toujours intéressant de partager cela. Bon, il faut me promettre de ne pas rire. Tadam! Voici ma Lilliputienne à mon poignet. Voilà. Donc, il y a de la marge en haut du cadran et en dessous. Alors, à l'image, c'est pas trop ridicule. On voit qu'elle est petite, mais c'est pas trop ridicule. Quand je la porte, en réalité, on voit quand même que cette montre est un peu petite et on peut avoir l'impression que j'ai volé la montre de ma petite sœur. Et pourtant non, voilà, c'est vraiment comme ça que se portaient les montres dans ces années-là, dans les années 60. On avait des petits diamètres. Je la trouve de toute façon craquante et je peux juste exprimer le regret de ne pas l'avoir trouvée en 35, parce que là, ça serait vraiment la petite montre vintage parfaite pour moi. Mais sinon, j'adore. C'est vraiment une très jolie montre. J'en suis très content. Il faut que je vous parle de ma Lilliputienne. Elle est tellement jolie. C'est fou ce que la simplicité peut être belle. Imaginez que cette montre est une New Old Stock, c'est-à-dire une montre neuve qui est restée en stock jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu la belle au bois dormant de l'horlogerie qui garde sa beauté pour le jour où vous viendrez l'accueillir. Et puis, quel pied de pouvoir acquérir une marque avec ce pédigré pour le prix d'une fashion watch sans âme. C'est déjà ce que je prenais dans la vidéo de ma vieille Breitling de 1952, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Ces marques sont la plupart du temps coûteuses, voire inabordables aujourd'hui, alors que vous pouvez vous tourner vers ce marché des vintage et vous offrir des modèles simples
qui ont contribué à construire la légende de ces manufactures. En revanche, c'est vrai que sa petite taille ne rime pas du tout avec mon poignet de bûcheron, et que ce bracelet est étroit à 16 mm et trop court car je ne la ferme qu'au premier cran. Ce qui me fait penser que ce modèle devait être un modèle jeune garçon, comme cela se faisait déjà à l'époque, avant que Flic Flac et compagnie prennent ce marché. Pour le coup, je pense que j'offrirai cette jolie watch un peu plus tard à mon petit dernier, qui dira, les yeux scintillants, ma montre, elle a une étoile. Et non, ce n'est pas une entracte, donc ça veut dire que vous n'aurez pas de popcorn. En revanche, ça veut dire aussi que vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous en remercie. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager, partagez à fond avec les orophilistes sur les réseaux sociaux et sur la toile, vous allez peut-être faire des heureux. Et puis j'attends vos commentaires car j'adore discuter avec vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tantôt.